Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du mois d'octobre. Je ne vous cacherai pas qu'on a une grosse séance ce soir. On a de la belle visite et on a aussi la présence avec nous de notre directeur général adjoint qui en est à sa première séance officielle. Donc, bienvenue Raoul Pascal parmi nous. Sa première journée aujourd'hui, donc on l'a enseveli de dossiers. Puis ce soir, il est là, fidèle au poste pour nous aider à développer Victoriaville. Bienvenue parmi nous. On a le Cactus de Victoriaville qui a remporté les séries hier, ici même à Victoriaville, au stade Rémy-Déhay. On n'en est pas peu fiers. On a des athlètes paralympiques qu'on va vous présenter très bientôt. Mais avant de débuter, on a la chance d'avoir, comme c'est le cas à chaque année, nos représentants de la Légion canadienne qui vont nous parler de leur campagne du Coquelicot 2023. Alors, à vous la parole. Merci, M. le maire. 2024. Comme à toutes les années, nous nous retrouvons ici devant le maire et les élus pour le lancement de la campagne 2024 du Coquelicot, qui se déroulera cette année le 31 octobre, 1er et 2 novembre 2024. Victoriaville se veut une ville très respectueuse des traditions, surtout celle qui a trait à la reconnaissance des anciens combattants et sa Légion. La Légion royale canadienne d'Athabasca, filiale 086, perçoit un support invétéré de la ville et ses élus et de sa population. Historique du coquelicot, à chaque mois de novembre, des coquelicots apparaissent sur le revers des cols de la population du Canada. Ils représentent depuis 1921 le symbole du jour du souvenir. Il est le rappel visuel de notre engagement à ne jamais oublier tous ces Canadiens et Canadiennes décédés en temps de guerre et lors d'opérations militaires. Sur le plan international, le coquelicot représente le souvenir collectif. En effet, d'autres nations ont aussi adopté son image pour honorer ceux et celles qui ont consenti au sacrifice ultime. Je demanderai à l'auditoire de se lever pour la prière. Ô Dieu des armées, nous nous souvenons de ceux qui ont fait le sacrifice suprême pour la liberté et la vérité. Nous recommandons leur âme dans ta demeure éternelle et nous prions pour que nous soyons dignes de leur sacrifice. Aide-nous à continuer à perpétuer la mémoire de nos camarades décédés en rendant service à notre pays, à notre communauté et à nos camarades. En se rappelant notre engagement solennel, nous te prions, Seigneur Dieu des armées, sois notre secours. Vétérans décédés lors des guerres de Corée 1950 à 1953, combattant mort au champ d'honneur, sapeur Alfred Fortin, caporal suppléant Joseph Leblanc. Mission Athéna, 2002 à 2011, les combattants morts au champ d'honneur sont Major Joseph Yannick François Pépin, caporal Yannick Scherer. Tous morts au combat. Il faut aussi se rappeler nos vétérans qui sont décédés Première et Deuxième Guerre mondiale. Je demanderai une minute de silence. Mesdames, Messieurs, vous pouvez vous asseoir. Monsieur le maire, je vous demanderai de lire la proclamation. Certainement. Attendu que les buts de la Légion canadienne royale sont de se rappeler et perpétuer la mémoire des soldats qui ont combattu pour notre liberté, de participer activement aux campagnes du Coquelicot et aux cérémonies du Jour du souvenir,
de faire régner une franche camaraderie chez tous les membres et de s'assurer du bien-être des gens handicapés ou malades, des aînés, des gens moins bien nantis et anciens combattants dans le besoin. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare officiellement ouverte la campagne du Coquelicot pour l'année 2024. Merci, M. le maire. Fait Je plaisir. demanderai maintenant à la présidente d'aller vous apposer le coquelicot. Camarade Sandra Morissette. Ça se met à la même hauteur. Ça va bien. Malgré le talon. Tu me pousses là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Plaisir. Merci. Conseiller, conseillère, vous pouvez apposer votre coquelicot côté gauche. Lac du souvenir. Ils ne vieilliront pas comme nous qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Monsieur le maire, les élus, merci de nous offrir cette opportunité en regard à l'ouverture de la campagne 2024 du Coquelicot. Merci à tous. Merci à vous. Ça nous fait un immense plaisir de participer annuellement à vos efforts pour promouvoir tout le travail que vous faites, puis en même temps se rappeler du sacrifice ultime que certains d'entre vous avaient fait. Donc, merci beaucoup, puis on souhaite une superbe célébration du mois, en fait, du Coquelicot, puis on espère que les gens vont être généreux envers la cause. Bonne soirée tout le monde. Grandement apprécié. Merci beaucoup. Merci. Michel. Merci. Merci. Maintenant, on a deux invités de marque avec nous ce soir, puis ils ont rendu tous les Victoriavilloises, Victoriavillois très fiers au cours du dernier mois, mais je dirais même les Québécoises, les Québécois, les Canadiens, Canadiennes, parce qu'on a la chance d'avoir chez nous deux athlètes paralympiques, je dirais des athlètes d'exception, certes, mais des individus exceptionnels aussi qui s'impliquent dans notre milieu puis qui sont de véritables modèles pour nos jeunes, des modèles de persévérance, de résilience. On met beaucoup d'emphase souvent sur les Jeux olympiques, mais les histoires de nos athlètes paralympiques qui, eux, compétitionnent à un très haut niveau malgré un handicap, c'est vraiment touchant. Puis, encore une fois, cette année, ils nous ont fait honneur comme il se doit, puis on a la chance de les avoir avec nous. C'est ni plus ni moins que Charles Moreau, athlète paralympique en cyclisme, et Guillaume Ouellette, qui est un coureur d'exception, qui ont tous deux performé de belle façon à Paris et dont on aimerait prendre le temps de faire signer le livre d'or. Je reste à mon lutrin là, parce que sinon on va perdre le son, mais je pense que tous les membres du conseil et moi vous partagent toute la reconnaissance qu'on a envers vos exploits, mais surtout les beaux ambassadeurs que vous êtes pour notre ville puis toute notre région. Donc ça va nous faire plaisir d'aller à votre rencontre, de vous féliciter avec des vraies poignées de main, non pas la distance qui nous sépare en ce moment, puis de vous remettre un beau gilet à l'effigie de la ville de Victoriaville. Vous pourrez maintenant enlever vos uniformes du Canada puis porter vos uniformes de Victoriaville, de même que des paniers cadeaux, maintenant que vos régimes sont terminés, là, vous pouvez manger un peu de sucre, des produits locaux qui ont été mis ensemble dans notre belle région. Mais je pense que le conseil et moi, de même que l'ensemble des Victoriavillois, se joignent à moi pour vous féliciter pour vos exploits aux Jeux paralympiques, mais aussi pour l'ensemble de l'œuvre que vous êtes comme des athlètes de haut niveau de notre région. Bravo.
Fait que je comprends que ça n'arrive pas à votre première. Non, ce cinquième, le mot est déjà écrit. Tout à fait. Il y aura un mot avec la signature. Ah ouais? Ok. Non, je suis arrivé lundi. On en a C'est juste pour la signature. Aussi. Mais quand on est capable, c'est quoi? C'est ça. On vise Ouais, là, on n'est pas rentré dans les détails là, des courses, là, mais Ouais. deuxième. La deuxième course, là, ça a été plutôt enrageant. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais l'accrochage qu'on a vu qui était diffusé, ça, c'était quand même pas si mal parce que j'ai pu repartir. Mais ce qu'on entendait parler là, au JO, dans le fond, de, Comment? par rapport à la chaussée, là, c'est... Guillaume, regarde le photographe. Regarde-moi, ok, c'est bon. En 14 ans, là, Ah non, tout est le fait que tu sois glissant comme ça, ça a l'air que c'est dans la composition de leur bitume là-bas. Là. Quand je t'avais longtemps, quand ça fait longtemps qu'il y a vraiment des sous carreaux qui ressortent. En arrière de ça? Je vais me reculer. Je vais me reculer. Les coups sont bruits. On regarde ici. Une voiture normale? 3, 2, 1. Attention. On avait anticipé des grandeurs, là, mais si jamais ça ne fait pas, peut-être que c'est Ça, c'est mieux, ça. On va juste aller le dire, puis on va. C'est un stadium. Ouais, c'est ça. Ça devrait être pas pire, ça devrait être pas pire. Voilà. Merci beaucoup. Mais oui, j'ai déjà amorcé. Ah ouais? Ben, Ben, merci, vous autres. Ethan, en venant de vous autres. Donc, on passe de la campagne du Coquelicot à la reconnaissance de nos athlètes paralympiques au dépôt de notre plan quinquennal d'immobilisation. Donc, c'est ce soir qu'on vous présente les principaux investissements pour la ville de Victoriaville au cours des 5 prochaines années. Alors, pour ce faire, on doit ouvrir la séance extraordinaire du PQI. On la ferme. Ensuite, la séance du conseil. Ça prend un proposeur pour le PQI ou non? C'est beau comme ça? Parfait. Donc, est-ce qu'on diffuse à l'écran la présentation ou non, Benoît? Elle apparaît en même temps que je parle. Donc, si on y va à la page 2 du document que vous voyez sûrement à l'écran, vous voyez principalement c'est quoi le plan quinquennal d'immobilisation. Donc, c'est le document qui est utilisé par les services de la ville et par le conseil municipal
pour planifier et gérer les plus importants investissements sur une période de 5 ans. C'est un travail quand même important que le Conseil effectue avec l'administration municipale depuis déjà le printemps dernier pour arriver aujourd'hui avec des investissements totaux de tout près de 188 millions pour les 5 prochaines années dans nos infrastructures, nos services à Victoriaville. Donc, à la page 3, vous voyez qu'encore une fois, cette année, le conseil municipal est ambitieux avec son plan quinquennal d'immobilisation. C'est le plus important PQI déposé par la Ville de Victoriaville à ce jour. Et vous allez constater que c'est grâce à des subventions importantes qu'on est allé chercher, de même qu'il y a plusieurs projets importants qu'on pilote, qu'on est en mesure de présenter ce plan quinquennal d'immobilisation. À la page 4, vous voyez les principaux objectifs qui guident nos décisions à la Ville de Victoriaville. Donc, un résumé sommaire de notre mission, vision, valeur, de même que les objectifs de notre plan stratégique. Si on va à la page 5, c'est vraiment là où on voit la répartition des investissements sur les 5 prochaines années, de même que par catégorie de dépenses. Donc, comme je le mentionnais, 188,2 millions d'investissements d'ici 2029. Et vous pouvez voir que l'année 2025 est particulièrement élevée avec tout près de 50 885 000 $ qui y sont investis. Et l'une des raisons principales pour ce chiffre important, c'est qu'on a obtenu, vous vous souviendrez, une subvention du ministère de l'Environnement, une subvention de plus de 25 millions pour soutenir nos initiatives en développement durable. Eh bien, plusieurs de ces investissements-là vont se faire avant 2026 pour être admissibles. Et donc, 2025 est une année charnière. Si vous passez à la page 6, bien, vous constaterez que justement, des immobilisations pour 2025, près de 46 % sont subventionnés par l'entremise de subventions. C'est tout près de la moitié. L'autre participation provenant de la ville et de diverses autres sources de revenus. Ensuite, à la page 7, si on résume principalement le PQI pour l'année 2025, qui est l'année à venir, vous voyez les bâtiments municipaux avec 17,8 millions pour 2025. On voit à cet effet le Colisée des Jardins, l'Hôtel de Ville, le pavillon Agrisport, le pavillon Jean Béliveau, le poste de pompier Fernand Giguère et l'usine d'eau potable Amel, qui tous vont voir leur système de chauffage être transformé vers les énergies renouvelables. Donc, bye-bye le mazout, le propane pour passer à des sources d'énergie plus vertes. De même que des travaux importants au Colisée des Jardins avec le remplacement de la dalle et des bandes et au pavillon Jean Béliveau avec le remplacement de la couverture et le revêtement extérieur du bâtiment. Si on va à la page 8, dans le résumé des parcs municipaux et des espaces verts, bien, le plus important projet dans cette catégorie, c'est la construction de l'infrastructure multifonctionnelle au parc Terre des Jeunes. Donc, c'est un projet évalué à 13,7 millions, dont 7,8 millions va être financé en subvention gouvernementale. Et l'aménagement d'un terrain de pickleball extérieur. On sait, ça fait plusieurs années qu'on se fait demander de construire un terrain extérieur. Eh bien, c'est au PQI pour l'année 2025. Si on va au niveau des équipements de filtration de l'eau potable et de l'épuration des eaux usées, on sait à Victoriaville, on a la chance d'avoir une eau de grande qualité, mais qui nécessite des investissements dans nos infrastructures. Donc, 3,4 millions pour la mise à niveau de l'entrée électrique et de la distribution électrique de l'usine d'épuration des eaux Achille-Gagnon, de même que 0,5 millions pour le renouvellement du système de production d'oxygène et de générateurs d'ozone à l'usine d'eau potable Amel, pour un total de 5,5 millions en 2025. Si on va à la page 10, au niveau de la reconstruction de rues et de la voirie, c'est 7,8 millions qui va être investi en 2025. C'est une augmentation de 40 % par rapport aux années précédentes. Et ce 40 % d'augmentation-là, c'est pas juste pour l'année 2025, c'est pour les 5 prochaines années. Le conseil municipal et moi avons effectué une analyse de notre qualité de chaussée à Victoriaville et on a jugé bon d'investir des sommes supplémentaires sur le resurfaçage et l'aménagement de nos rues. Donc, déjà, plusieurs rues qui étaient resurfacées annuellement, mais avec le budget qu'on y accorde maintenant, c'est davantage de rues qui pourront être faites.
je le crois, au plus grand bénéfice des utilisateurs de la route. Donc, c'est 5,9 millions en investissement et réfection des rues et des trottoirs et c'est 1,5 million pour un plus gros projet de reconstruction de rue sur la rue des Appalaches. Ensuite, si on regarde au niveau du matériel roulant à la page 11, c'est 1,1 million qui est investi pour poursuivre l'électrification de notre flotte de véhicules municipaux, de même que la mise sur pied d'un nouveau camion avec une pelle hydraulique sur roue entièrement électrique. On vient tout juste d'avoir, encore une fois, dans ce projet, une subvention importante qui positionne Victoriaville comme l'une des premières villes au Québec à électrifier un 6 roues, si on veut, là, un véhicule utilitaire des travaux publics. Donc, on espère que ça sera concluant et que ça pourra nous amener à électrifier d'autres véhicules de voirie par la suite. Si on va à la page 12, trottoirs et pistes cyclables, on a 1,2 million en 2025 qui sera principalement la réalisation de la piste cyclable au boulevard Jultra-Ouest. Vous vous souviendrez, on avait présenté un projet l'année dernière qui venait éliminer une voie. On avait eu des consultations avec la population et finalement, on avait décidé de changer le projet pour ne pas éliminer de voie. Donc, la construction de la piste cyclable se fera parallèlement aux 2 voies là, qu'on retrouve sur Jutra et va se rendre jusqu'au quartier Montcalm, si on veut, là, à partir de 2025. Et ce qu'on continuera jusqu'au magasin Accent Meubles, là, l'intersection Pierre-Roux-Jutra en 2026. Et finalement, à la page 13, vous voyez un sommaire des principaux investissements avec la mise à niveau des équipements de l'usine d'épuration Achille-Gagnon, la décarbonation de plusieurs bâtiments municipaux, l'aménagement d'une piste cyclable en bordure du boulevard Jutra-Ouest, comme je viens de vous mentionner, la construction d'une infrastructure multifonctionnelle comprenant une patinoire réfrigérée, les travaux d'entretien du Colisée des Jardins et du pavillon Jean Béliveau et la bonification importante des investissements réservés à la réfection des rues et des trottoirs. On a travaillé fort, tout le conseil. On n'est pas peu fiers du travail réalisé avec nos équipes. Je pense que ce plan quinquennal d'immobilisation il est ambitieux à l'image du conseil. Puis on réalise tous ces investissements-là en maintenant des taxes qui sont abordables et on le fait surtout en allant chercher le maximum de subventions dont on est capable de la part des différents paliers de gouvernement. Et donc, une grosse année 2025 qui s'entamera très prochainement avec le lancement de plusieurs appels d'offres. Pour visualiser l'ensemble du document, vous pouvez vous rendre sur le site de la Ville de Victoriaville où vous retrouverez tous les détails pour chacune des années, de même que toutes les catégories d'investissement. Proposeur secondaire? Oui. James Casey, Michael Provencher. Alors maintenant, on serait rendu à notre séance du Conseil régulière avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications, Mme Lagraffière? Oui. Il y a un ajout aux affaires nouvelles pour une demande d'approbation d'un plan de réhabilitation pour le terrain contaminé situé au 990 boulevard des Bois-Francs-Sud. Parfait. Il y a un proposeur, Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Approbation du procès-verbal de la séance tenue le 3 septembre 2024 et dépôt d'un procès-verbal de correction. Est-ce que tout était conforme pour tout le monde? Yannick Poisson, Alexandre... on va prendre Caroline Pilon. Dépôt des certificats d'enregistrement de la greffière dressés à l'égard de divers règlements d'emprunt. Donc, les certificats établissent que ces règlements sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter. C'est un dépôt. Parfait. Proclamation de la semaine de la prévention des incendies qui sera faite par Benoît Gauthier. Entendu qu'il y a lieu de proclamer la semaine de la prévention des incendies pour l'année 2024. En conséquence, nous autorisons les membres du conseil municipal de la Ville de Victoriaville à s'associer au ministère de la Sécurité publique afin de proclamer la semaine de la prévention des incendies qui se déroulera du 6 au 12 octobre
sur le thème « Le premier responsable, c'est toi ». Est-ce qu'il y aura un proposeur? Chantal Moreau, James Casey. Merci beaucoup, Benoît. Proclamation de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté qui sera faite par Patrick Paulin. Merci, M. le maire. Donc, le 17 octobre, dans quelques jours, marquera cette année le 36e anniversaire de la Journée mondiale contre l'extrême pauvreté et également le 31e anniversaire d'une déclaration de l'ONU visant à proclamer cette journée-là pour l'élimination de la pauvreté. Sur une vue macro, des centaines de millions de personnes dans le monde vivent de la pauvreté, pauvreté extrême, ne plus pouvoir manger, ne plus pouvoir se loger, vivent dans l'insécurité de tous les jours. Et ces journées-là permettent de prendre conscience qu'il existe ces personnes et aussi de reconnaître qu'il y a lieu d'avoir une solidarité internationale pour éradiquer la pauvreté. Au niveau du Canada, du Québec et de Victoriaville, nous vivons aussi dans un contexte économique où des dizaines, des milliers de personnes vivent la pauvreté aujourd'hui plus qu'hier et certainement moins que demain. Victoriaville a inscrit dans ses valeurs les plus profondes des valeurs de solidarité, des valeurs sociales, comme en témoignent ses divers programmes et ses politiques sociales. Alors, Monsieur le maire, je demande à nos collègues de proclamer le 17 octobre 2024 Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté et je remercie toutes celles et ceux qui, au quotidien, travaillent à soutenir nos concitoyens dans ces contextes difficiles de pauvreté. Merci beaucoup. Donc, Patrick Paulin, Yannick Poisson. Proclamation de la Semaine nationale des proches aidantes qui sera faite par James Casey. Merci, M. le maire. La demande d'appui formulée par l'Association des proches aidants, Arthabasca et RAM, à l'effet de programmer la Semaine nationale des proches aidants du 3 au 9 novembre. C'est une campagne nationale et c'est à l'occasion de souligner l'apport essentiel des proches aidants à la société québécoise, d'apport sur le plan humain, mais également sur le plan économique et sur le plan de santé publique. Au Québec, plus de 1,5 million de personnes assurent volontairement des soins, des services et de l'accompagnement sans rémunération à une personne de leur entourage ayant une ou des incapacités temporaires ou permanentes et avec laquelle elles ont un lien affectif, dont un de mes meilleurs amis vient d'avoir cette tâche-là avec sa mère. Donc, c'est un dossier qui me touche quand même beaucoup. Donc, il a lieu de programmer, au nom du maire, il a rejoint les conseillers, le conseil, de programmer cette semaine du 3 au 9 novembre, la proclamation de la Semaine nationale des personnes proches aidantes. Merci beaucoup, James. Donc, James Casey et Chantal Moreau. Demande d'aide financière à être formulée auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, il s'agit d'abroger la résolution précédente qui avait été adoptée et d'adopter par le conseil municipal pour autoriser une nouvelle résolution pour autoriser la présentation d'une demande d'aide financière, de confirmer son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Alexandre Côté, Patrick Paulin. Demande d'aide financière à être formulée auprès du ministère des Transports pour les travaux d'asphaltage 2025. C'est la même chose. Un autre proposeur? Ou... Oui. Marc Morin, Yannick Fréchette. Liste des comptes pour le mois de septembre totalisant 9 613 762 $. Ça allait pour tout le monde. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Rapport sur l'état des taxes impayées. Donc, il s'agit d'un rapport qui doit être déposé au Conseil dans les 6 mois du dépôt du rôle de perception afin de constater les taxes impayées sur les immeubles. James Casey, Yannick Fréchette. Autorisation d'effectuer, d'affecter ou de libérer des dépenses à être financées par les activités de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement, les revenus de transfert et les emprunts de la municipalité.
Donc, il s'agit d'une résolution pour pourvoir les sommes suffisantes pour autoriser la dépense pour le projet des bandes au Colisée des Jardins, pour augmenter la dépense autorisée du projet concernant le terrain de pickleball afin d'inclure aux études géotechniques un budget supplémentaire pour des services professionnels et d'augmenter la dépense autorisée du projet de réaménagement de l'intersection Père-Lebel, Grégoire et Campagna afin de couvrir les avenants. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Ratification de placement auprès de la Banque nationale. Il s'agit d'un placement pour un montant de 10 millions de dollars. Chantal Moreau, Michael Provencher. Résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt pour obligation au montant de 15 406 000 $. Suite à l'adoption de règlements d'emprunt, la Ville doit procéder aux émissions des obligations afin d'obtenir les fonds nécessaires à la réalisation des projets prévus par ces règlements. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Ajustement des montants d'honoraires à verser à l'organisme Taxibus pour l'année 2022. Il s'agit d'autoriser Mme Catherine Ouellette, trésorière, à effectuer les versements à l'organisme Taxibus pour l'année 2022 selon l'entente entre les parties. Caroline Pilon, James Casey. Ajustement des montants d'honoraires à verser à l'organisme Taxibus pour 2023. C'est la même chose que la précédente, mais pour 2023. Michael Provencher, Yannick Fréjette. Ajustement des montants d'honoraires pour verser à l'organisme Taxibus pour 2024. Marc Morin, Chantal Moreau. Versement d'un don reçu aux fêtes victoriennes. Il s'agit de remettre à l'organisme Les Fêtes victoriennes la somme de 1 000 $ en vue du financement de ses activités. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Soumission reçue en vue de l'acquisition d'une surface de jeu pour le pavillon Agrisport. Il s'agit d'octroyer le contrat concernant l'acquisition de la surface de jeu à Nexfield pour un montant de 185 400 $, taxes non incluses. James Casey, Michael Provencher. Statut de permanence d'un employé cadre au poste de contremaître division environnement au sein du service des travaux publics. Il s'agit de procéder à la nomination sur une base permanente de M. Joël Saint-Hilaire au poste cadre de contremaître division environnement à compter du 8 avril 2024 et ce, au terme d'une période de probation satisfaisante. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le syndicat des employés municipaux de la Ville. Il s'agit d'approuver la lettre d'entente et d'autoriser le directeur général, la greffière et la directrice du service du capital humain à signer pour et au nom de la Ville de Victoriaville la lettre d'entente telle que soumise. Alexandre Côté, Patrick Paulin. Adoption du règlement 1572-2024 modifiant le règlement 1258-2018 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses et d'accorder des contrats en conséquence. Il s'agit de modifier les seuils des contrats pouvant être octroyés par des fonctionnaires et concernant les pouvoirs de la directrice du service du capital humain, notamment pour l'embauche de salariés. James Casey, Michael Provencher. Adoption d'un règlement concernant la gestion contractuelle. Donc, il s'agit d'une modification visant à notamment les règles d'octroi de contrats de services professionnels. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 29 rue Bérubé. Est-ce que des gens dans la salle sont présents pour les dérogations mineures? Non. Donc, on va les faire en bloc. Donc, pour celle du 29 rue Bérubé, il s'agit de prendre acte de la résolution adoptée par le CCU et d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 24 rue Octave, il s'agit de reporter le sujet. Pour le 139 rue Arsène, il s'agit de prendre acte de la résolution du CCU et d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Et pour le 49 boulevard de la Bonaventure, il s'agit de reporter la dérogation mineure. Pour le 401 à 475 boulevard Jutras-Est, il s'agit d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce que la troisième enseigne détachée, soit celle le long du boulevard des Bois-Francs-Sud, soit harmonisée avec les deux autres lorsqu'elle sera retirée. Patrick Paulin, Alexandre Côté.
Rapport du comité consultatif de la ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, le conseil municipal accorde les demandes suivantes. Le 385 à 405 rue Gamache pour une construction multifamiliale de 16 logements. Pour le 150 rue Notre-Dame-Ouest pour remplacer les messages des 2 enseignes détachées et une enseigne à plat. Pour le 15 rue Saint-Jean-Baptiste pour installer des auvents dans les pignons. Le 728 à 732 boulevard des Bois-Francs-Sud pour remplacer les surfaces de l'enseigne détachée. Le 4, 6 et 8 rue Perrault pour un bâtiment accessoire de plus de 20 mètres carrés. Le 245 à 247 rue Notre-Dame-Est pour l'installation de 2 enseignes sur bâtiment. Le 19 rue Montfaite pour l'installation de 2 thermopompes. Pour le 26 à 28 rue Octave pour les garde-corps et fenêtres. Le conseil municipal refuse la demande suivante pour le 24 rue Octave pour l'aménagement en cour avant d'un stationnement. Michael Provencher, Chantal Moreau. Adoption d'un projet de résolution PPC-moi concernant l'immeuble situé au 660 rue Notre-Dame-Ouest. Donc, il s'agit d'une demande visant à permettre un commerce de vente de machinerie agricole et industrielle et cette demande est refusée. James Casey. Marc Morin. S'agit-il du projet... Pour la machinerie. Le Monarque. Oui, C'est accepté. c'est refusé. Ben, C'est ça que j'avais dans ma résolution. OK. Ah, j'étais pas là. OK, Donc, ben, on va le reporter. le reporter. On va le reporter. On le On reporte. l'accepte tout de suite. Parce qu'il y avait des On va conditions. jamais là. modifier parce que là, moi, c'est pas ce que j'ai dans mon... Une semaine là, pour le vérifier, mais oui, il y a eu une modification la semaine dernière au projet, puis il a été accepté finalement. Bon, ben, désolé, c'est pas Avec l'information. condition. Parfait. adoption du second projet de résolution concernant l'immeuble situé au 70 rue Lavoie-Nord. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser l'installation d'une serre de production algale et hydroponique. Donc, attendu que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le lundi 30 septembre 2024, la Ville de Victoriaville adopte sans changement le second projet de résolution. Yannick Fréchette, James Casey. Le 747 dans le Pierrot, là, J'en ai-tu sauté un? En fait, c'est lui que on vient de donner comme condition, mais à l'adresse que M. le maire avait donnée, là, fait que c'est l'inverse. Ah! Es-tu correct? Là, on va faire le 70 rue Lavoie. OK. Bon, ben, PPC-moi pour le 70 rue Lavoie. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser sur l'immeuble situé au 70 rue Lavoie-Nord l'usage d'entreposage intérieur et extérieur. Attendu l'Assemblée publique de consultation qui a eu lieu le 30 septembre 2024, la Ville de Victoriaville adopte sans changement le second projet de résolution. Yannick Fréchette et Benoît Gauthier. On tomberait au projet particulier d'urbanisme? Je suis Oui. sûr qu'on est tous à la même Le place. PPC-moi, C'est moi. PPC-moi encore, 1150. pour le 1150 Noramis. C'est le 10.3.4. Parfait. Donc, il s'agit d'un projet qui consiste à autoriser sur une partie de l'immeuble situé au 1150 rue Notre-Dame-Est un commerce d'esthétique automobile. Attendu que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le lundi 26 août 2024, attendu l'adoption du second projet de résolution à la séance ordinaire du 3 septembre 2024, attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée, le projet de résolution est adopté. Caroline Pilon, Alexandre Côté. On tomberait au projet particulier d'habitation. Oui. Donc, adoption d'un projet de résolution concernant un projet particulier d'habitation pour l'immeuble situé au 10-12 rue Cartier. Donc, il s'agit d'un projet de construction de 2 habitations multifamiliales en projet d'ensemble. L'Assemblée de consultation aura lieu le 28 octobre prochain à l'Hôtel de Ville à 17h. James Casey, Chantal Moreau. Adoption d'un projet de résolution pour un projet particulier d'habitation dont l'immeuble est situé au 1142-1162 rue Notre-Dame-Ouest.
Il s'agit d'un projet qui consiste à construire une habitation multifamiliale de 4 étages comportant 84 logements. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le 28 octobre 2024 à l'Hôtel de Ville à 17h. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Adoption de la résolution pour un projet particulier d'habitation pour l'immeuble situé au 61-67 rue Romulus. Il s'agit d'un projet consistant à autoriser sur l'immeuble situé au 61-67 Romulus l'agrandissement du bâtiment résidentiel pour ajouter 6 nouveaux logements et dont le nombre de logements, l'implantation du bâtiment et l'implantation des aires de stationnement sont dérogatoires. Michael Provencher, James Casey. Adoption d'un projet particulier d'habitation pour l'immeuble situé au 620 rue Notre-Dame-Ouest. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser sur l'immeuble la construction de 2 bâtiments comportant 16 logements chacun, comparativement au maximum autorisé de 12 logements par bâtiment, ainsi que la présence d'escaliers extérieurs de plus de 8 contre-marches en cour avant, alors que la réglementation l'interdit. Alexandre Côté, Caroline Pilon. Projet particulier d'habitation pour l'immeuble situé au 22 rue Octave. Donc, il s'agit d'un projet d'aménagement de 7 logements et dont le nombre de logements et l'implantation de certains bâtiments et constructions accessoires sont dérogatoires. Michael Provencher, Marc Morin. Allons-y maintenant avec les règlements d'urbanisme. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1261-2019 et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit d'une modification visant à le maintien. La modification maintient le nombre d'enseignes autorisées à 3 enseignes, mais permet une flexibilité quant à l'emplacement de ces enseignes. Merci beaucoup, Alexandre Côté. Adoption du projet de règlement 1587-2024, modifiant le règlement du zonage 1261-2019. Donc, le sujet va avec l'avis de motion précédent. La consultation publique aura lieu le 28 octobre 2024 à 17h à l'Hôtel de Ville. Alexandre Côté, Patrick Paulin. Adoption du second projet de règlement 1583-2024, modifiant le règlement 1261-2019. Donc, c'est une modification visant à permettre la classe d'usage récréative pour les infrastructures sportives d'envergure. Attendu l'Assemblée publique de consultation qui a eu lieu le lundi 30 septembre 2024. La Ville adopte donc sans changement le second projet de règlement. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Au niveau des transports maintenant, recommandation du comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie du boulevard Jutras-Ouest et de la rue Poitras. Donc, il s'agit d'une interdiction en tout temps côté pair à partir de la rue Poitras en direction de la rue Gamache sur une distance d'environ 55 mètres. Sur la rue Poitras en tout temps côté pair à partir du boulevard Jutras-Ouest en direction de la rue Éon sur une distance d'environ 25 mètres. Caroline Pilon, Patrick Paulin. Recommandation du comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue du Manège. Donc, c'est en tout temps côté pair à partir de la rue de l'Ermitage jusqu'à la rue Saint-Georges. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Recommandation du comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Bécotte. Donc, côté pair en tout temps à partir de la rue Girouard sur une distance d'environ 20 mètres en direction du boulevard des Bois-Francs-Sud et du côté impair en tout temps à partir de la rue Girouard sur une distance d'environ 20 mètres en direction du boulevard des Bois-Francs-Sud. James Casey, Marc Morin. Recommandation du comité des transports pour interdire le stationnement sur une partie de la rue Montfaite. Donc, il s'agit d'une interdiction en tout temps côté pair à partir de la rue Lanouette en direction de la rue Arcan sur une distance d'environ 125 mètres. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Même chose, recommandation du comité des transports pour aménager des cases de stationnement pour personnes handicapées sur la rue Jeanne-Mance. Donc, il s'agit côté pair face au numéro 11 rue Jeanne-Mance pour 2 cases de stationnement. On va passer encore au comité des transports. Ça a passé la semaine passée. On voulait y aller quand même pour les deux, on va ajouter les autres, on va Parfait. retarder les travaux. C'est comment? Correct. Ça va?
Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Recommandation du comité des transports visant à déplacer un arrêt obligatoire sur la rue Dunant. Donc, il s'agit d'accepter la recommandation du comité des transports et de retirer l'arrêt obligatoire sur la rue Dunant à l'intersection de la rue Champlain et d'ajouter un arrêt obligatoire sur la rue Dunant à l'intersection de la rue Deschênes en provenance de la rue Champlain. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Fermeture de rue au centre-ville en vue de la soirée de l'Halloween. Donc, il s'agit de décréter la fermeture d'une partie de la rue Notre-Dame-Est entre le boulevard des Bois-Francs-Nord et la rue de Bigarré de 13h à 23h. La fermeture des stationnements sur la rue Notre-Dame-Est entre le boulevard des Bois-Francs-Nord et de Bigarré de 7h à 23h le vendredi 25 octobre 2024 pour la tenue de cette activité. Merci. James Casey. Yannick Fréchette, c'est une invitation à tous les Victoriavillois. Là, vous le savez, c'est une très belle activité qui est très courue. Les commerçants du centre-ville participent également activement avec la distribution des bonbons. Il y a plusieurs animations qui sont là sur place. Vraiment une belle soirée pour les jeunes et moins jeunes. Donc, c'est un rendez-vous le 25 octobre prochain. Fermeture de rue dans le cadre d'un défilé de Noël. Donc, il s'agit de décréter la fermeture pour le samedi 14 décembre. Patrick Paulin, Yannick Poisson, ça me fait penser à Grinch quand je te regarde. Après que l'Halloween soit fait, on aura une autre belle célébration au centre-ville, cette fois-ci pour le défilé de Noël, encore une fois. Un événement très couru par les familles, c'est magnifique avec les chars allégoriques également. Donc, un rendez-vous aussi le 14 décembre 2024. Affaires juridiques, autorisation d'aménager un espace au 33 rue Notre-Dame-Est pour des expositions temporaires. Il s'agit d'autoriser la division culture et développement des communautés à aménager temporairement l'espace visé au numéro 33 rue Notre-Dame-Est pour y présenter des expositions et d'autoriser un budget en conséquence. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Adoption d'une résolution visant à confirmer la vocation résidence de création artistique du pavillon du Boisé des Frères Sacré-Cœur. Donc, il s'agit de confirmer la vocation de résidence de création artistique et de valider un investissement de 20 000 par année sur 3 ans pour adapter le bâtiment à la vocation. Caroline Pilon, Alexandre Côté. Déménagement et avis d'intention de citation de la chapelle de la Sainte Vierge des Sœurs Hospitalières de Saint-Joseph. Il s'agit d'accepter la proposition d'implantation de la chapelle conventuelle de la Sainte Vierge des Sœurs Hospitalières de Saint-Joseph et 2 statues religieuses dans le cimetière Saint-Christophe et d'élaborer un règlement de citation visant à sauvegarder et mettre en valeur la chapelle conventuelle de la Sainte Vierge des Sœurs Hospitalières de Saint-Joseph conformément à la loi sur le patrimoine culturel portant sur les biens immobiliers ci-avant désignés. Alexandre Côté, Patrick Paulin. Vente pour non-paiement de taxes. Donc, le conseil municipal ordonne à la greffière, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités et villes, de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales à l'enchère le 21 novembre 2024 à 9h, et ce, à la salle de la cour municipale située au 1 rue Notre-Dame-Ouest à Victoriaville. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Désignation des fourrières pour la garde des véhicules saisis. Il s'agit d'une modification quant à la place d'affaires d'une des fourrières désignées. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Projet d'acte concernant la cession de l'eau constituant le prolongement des rues Pelletier et Noël, ainsi que des passages piétonniers et d'un bassin de rétention. Donc, il s'agit d'autoriser la signature aux conditions énoncées à l'acte préparé par Maître Audrey Laferrière, notaire. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Projet d'acte concernant la cession de l'eau constituant le prolongement des rues du Meunier et de l'Ébéniste. Donc, il s'agit d'autoriser la signature aux conditions énoncées à l'acte préparé par Maître Roxane Provencher, notaire. Alexandre Côté, Patrick Paulin. Désignation des membres siégeant sur le comité stratégique en développement durable.
Donc, il s'agit de désigner les représentants municipaux au sein des comités municipaux et de divers organismes. La liste désignant les membres du conseil étant jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. James Casey, Marc Morin. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2025. Donc, la municipalité a l'obligation de tenir une séance par mois. Donc, et nous devons approuver le calendrier en séance. Caroline Pilon, Alexandre Côté. Affaires nouvelles. Oui. Donc, c'est une demande d'approbation d'un plan de réhabilitation pour le terrain contaminé situé au numéro 990 boulevard des Bois-Francs-Sud. Donc, il s'agit d'autoriser la présentation de cette demande pour ce terrain auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, et d'autoriser M. Michel Lachapelle, directeur du service des travaux publics, ainsi que moi-même, à signer le document requis à cet effet. Michael Provencher, Chantal Moreau. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans le panneau? Non. On avait une discussion là, avant la séance en lien avec la publicité là, qui devait se faire là, sur le territoire de Victoriaville. On doit-tu faire une résolution pour ça ou non? Pas vraiment. Parfait. Serions rendus aux interventions des membres du conseil. Patrick Paulin. Merci, M. le maire. Et puis, ça va faire un lien avec la proclamation du 17 octobre. Hein. Le lendemain, 18 octobre, c'est un rendez-vous pour la population de Victoriaville pour la 35e Nuit des sans-abri, qui cette année va se tenir en collaboration avec plusieurs organismes de notre territoire sous le thème « Sans visage ». Pas SANS, mais CENT. Vous savez, on est de plus en plus confronté à l'itinérance à Victoriaville. On la voit, elle est de plus en plus visible. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de monde qui sont pris dans cette situation, dans ce contexte. Bien sûr, on appelle la population à la bienveillance, mais également, on voit apparaître une nouvelle forme d'itinérance. Je parlais avec notre comité et puis on parle, mettons, d'une maman monoparentale ou d'un monsieur qui travaille à temps plein et qui vit dans sa voiture actuellement. L'itinérance a 100 visages dans notre société. Elle touche des gens de tous âges, de toutes conditions. Et je pense que cette nuit des sans-abri va nous rappeler qu'il y a urgence à agir pour trouver des solutions d'hébergement pour toutes ces personnes dans notre société qui ont peut-être moins de chance que nous et qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est un rendez-vous le 18 octobre, vendredi 18 octobre, 18h à la Vélogare jusqu'à minuit, la nuit des sans-abri. Merci, Patrick. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Actuellement, j'aimerais juste mentionner que la semaine dernière, on avait une soirée de reconnaissance du personnel, dont vous étiez présents et quelques autres membres du conseil. Fait qu'on en a profité pour souligner les 25 ans de service de Nathalie Pellerin, Éric Bégin, certains retraités aussi, certains de nos pompiers qui ont 20 à 30 ans d'implication dans la communauté. Un beau moment Tout à fait. Avec nos employés. Vraiment. Merci, Marc. Est-ce qu'il y avait autre chose? Nous sommes rendus à la période des questions, Madame la greffière. Une question en ligne de M. Charles Boulanger. Quel est le pourcentage du nouveau rôle d'évaluation pour le rôle 2025? Alors, bonsoir, M. Boulanger. On a jusqu'au 1er novembre pour déposer le nouveau rôle de la Ville de Victoriaville. Donc, nos équipes sont encore en train de finaliser le rôle. Cela étant dit, on anticipe déjà des augmentations quand même importantes qui sont attribuables au marché immobilier qui est en pleine croissance. Donc, le dernier rôle qu'on avait eu, ça avait été une augmentation de 30%. Cette fois-ci, dans quelles eaux ça va jouer, on ne le sait pas encore, mais chose certaine, le conseil municipal va, comme il l'a fait la dernière fois, ajuster son taux de taxation à la baisse pour pas que vous subissiez la hausse de votre valeur de maison. Bien sûr, lorsqu'on fait ça, on y va sur une moyenne. Donc, s'il y a des maisons qui ont augmenté plus que l'augmentation du rôle, même si on baisse le niveau de taxation, il va quand même y avoir une différence. Inversement, si quelqu'un a monté moins
que l'augmentation du rôle, nous, on baisse, vous pourrez avoir une économie à ce moment-là. Donc, c'est à la séance du mois de novembre là, qu'on va vraiment être en mesure de détailler les nouvelles données pour Victoriaville. Donc, nous avons des questions de gens dans la salle. Madame Sylvie Lemelin. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs du Conseil. Considérant que la deuxième version du projet de M. Binette a été rendue publique aujourd'hui dans la Nouvelle, que j'ai lu peu de temps avant l'Assemblée d'aujourd'hui, et constituant que cette deuxième version ne constitue qu'une minime et, à mon avis, très insuffisante concession faite au groupe des opposants au projet du quartier Signature, une concession, dans le fond, qui ne réduit que de 10 % le nombre de logements prévus à construire initialement, le faisant passer de 330 ou 32 à 300 $, en diminuant de 6 à 4 étages certains bâtiments. Alors, sur ce sujet-là, j'ai 4 questions que voici. D'abord, je voudrais comprendre, est-ce que le Conseil de ville compte autoriser ce projet tel quel, malgré le manque évident d'acceptabilité sociale? C'est ma première question. La deuxième, est-ce qu'il est ou pas nécessaire pour le promoteur Binette d'obtenir une modification de zonage pour construire, en particulier, les édifices à 4 étages? Dans l'article de notre journaliste ici présent, il était écrit que M. Binette attend d'avoir l'autorisation municipale pour le changement de zonage. J'avais cru comprendre que c'était même pas nécessaire pour lui. Là, je suis plus trop sûre de suivre, alors j'aimerais qu'on m'explique ce qu'il y en est. C'est ma deuxième question. La troisième question, le cas échéant, où, quand et comment les citoyens et citoyennes qui voudraient s'y opposer à ce projet-là peuvent-ils demander la tenue d'un référendum à ce sujet afin de permettre à la population de se prononcer sur cette deuxième version du projet? Et enfin, c'est une question qui fait suite à la déclaration concernant la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté qui a été faite plus tôt et annonçant la nuit des sans-abri du 18 octobre. Est-ce que le Conseil de ville, qui est donc conscient de la pauvreté aussi dans notre ville, pourrait imposer au promoteur Binette qu'il y ait une proportion de logements du quartier Signature qui soit constituée de logements sociaux? Est-ce que c'est possible pour la ville de faire ça comme ça se fait ailleurs dans d'autres villes? Alors, c'est mes 4 questions. Parfait. Bien, merci. Je les ai pris en note, donc je vais pouvoir tous y répondre. Est-ce qu'on accepte le projet tel quel? La réponse est non, parce que on n'a pas encore accepté le projet. Donc, s'il y avait un projet qui était satisfaisant pour nous en date d'aujourd'hui, on l'aurait accepté. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'il y a encore du travail qui se fait de part et d'autre entre l'équipe de M. Binette puis nos équipes à la ville. Cela étant dit, on a toujours le même objectif qu'on a depuis le début, soit de préserver les milieux humides, les protéger à perpétuité, tout en permettant la construction sur la partie supérieure du lot. Maintenant, à savoir le changement de zonage qui est nécessaire, ben c'est un élément de négociation que la ville on a dans ce dossier-là, parce que, comme il a été mentionné, le propriétaire pourrait, s'il le souhaitait, compenser les milieux humides puis s'étaler sur une plus grande superficie, ce qu'on ne souhaite pas. Donc là, on se sert de notre pouvoir réglementaire pour dire, ben on pourrait permettre une plus grande densité sur la portion nord pour protéger à perpétuité la portion près de la rivière. Donc, ça, c'est pourquoi on a ce levier-là de pouvoir changer le zonage. Mais excusez-moi, Monsieur le maire, mais pour la question des étages, ma question portait là-dessus aussi. Exact. Il y a l'obligation d'avoir... Quand je dis zonage, c'est zonage par rapport au nombre d'unités permises. Donc, est-ce que c'est nécessaire pour lui d'en obtenir s'il veut construire 4 étages? Oui, il va devoir avoir une autorisation de la ville. Si on ne s'entend pas, ben lui peut dire conséquemment, OK, je construis pas 4 étages, mais je vais descendre jusque dans les milieux humides. C'est là où on est en négociation avec lui. OK. La question du référendum, on n'a pas l'intention d'aller dans un référendum pour un projet d'habitation comme celui-là. Puis mais la question... S'il y a un changement de zonage,
ça va devenir possible pour les citoyens d'en obtenir, non? Pas nécessairement. Là, on a accepté ce soir également des projets d'habitation qui peuvent voir le jour sans référendum. La disposition qui nous permet de faire ça, c'est le manque de logement sur le territoire de Victoriaville. Donc, quand on a un taux d'inoccupation en deçà de la moyenne qui est souhaitable de 3 %, les villes ont la possibilité d'accepter des projets de densification sans passer par le registre. Donc, ça, c'est une réponse à votre question en lien avec le référendum. Puis pour la question de la pauvreté, bien sûr qu'on est conscient de la situation. En fait, aussitôt qu'il y a un taux d'inoccupation qui est aussi bas qu'à Victoriaville, là, en dessous du 1 %, ça fait qu'il y a une rareté de maisons ou de logements, puis là, les prix augmentent, puis tout le monde en paye le prix. Il y a des actions qui sont mises de l'avant avec Innovabitat Victoriaville pour du logement abordable, là où on fait de l'acquisition ou de la construction d'unités abordables. Puis il y a aussi des initiatives de construction privée qui viennent alléger un peu la pression sur l'offre en ayant un plus grand choix d'unités d'habitation. Puis il y a des gens qui sont dans des loyers à moindre coût qui vont déménager dans un autre ou qui sont propriétaires d'une maison, qui vont vendre leur maison, s'en aller en appartement, ce qui va venir libérer des unités d'habitation. Mais dans le cas qui nous occupe, il y aura possibilité pour la ville d'avoir certaines discussions avec le promoteur, mais encore faut-il qu'on s'entende sur le projet final puis les coûts nécessaires à la réalisation de ce projet-là. Donc, la réponse, c'est oui à ma 4e question. La Ville pourrait demander au promoteur d'avoir une proportion de ces logements qui soit réservés pour du logement social, c'est ça? Je suis pas certain que dans notre projet de zonage, on peut exiger ça, mais c'est des discussions qu'on a avec lui. Est-ce que je peux me permettre de rajouter une 5e question? Là, on a passé le temps, mais... Comme il n'y a pas foule. On pourra voir les questions puis avoir un retour. Monsieur Jean-Claude Desharnais. Bonjour à tous. Moi, je viens suivre concernant le rang Vachon. Qu'est-ce qui arrive avec le rang Vachon? La semaine passée, les voisins ont fait des plaintes à la ville concernant la poussière, dont moi-même, et personne n'est venu voir, puis il n'y a rien qui s'est passé. Il y a des photos qui ont été prises la semaine passée. J'aimerais que vous les regardiez, puis que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est normal d'endurer de la poussière comme ça? Est-ce que vous pouvez montrer? Écoutez, laissez-nous là, on va le regarder, assurément. Puis ce que vous dites, c'est que... Il y a une pétition qui a été faite, M. Arquin, vous en souvenez, on s'est rencontrés, en 2019. Il y a un cycliste qui a manqué de se faire frapper par un camion, puis suite à ça, il y a une pétition qui a été faite. Ça fait presque 5 ans de ça, il n'y a rien qui a été fait encore. Quand j'étais jeune, dans les rangs des Harnais, j'ai perdu une cousine à cause de la poussière. Attendez-vous qu'il y ait des morts dans les rangs Vachon pour faire de quoi? Il y a des cyclistes qui passent dans le rang à tous les jours. J'en ai même vu encore hier au soir. La semaine passée, c'est ça, on a fait des plaintes. Il n'y a rien qui s'est passé. Puis, une chose que je trouve bizarre, un village comme Saint-Valeur, un petit village, ils ont mis de l'asphalte à campagne sur une longueur totale de 2,6 km. Nous autres, le rang Vachon, il y a à peine 1,2 km à faire. On a mis l'asphalte sur la route de la Coupe, une distance de 0,8 km. Il y a une seule maison. Et la seule chose qu'ils ont eu, j'ai rencontré le propriétaire hier midi, la seule chose qu'ils ont eu, une augmentation de taxes cette année. Et à la droite du rang d'Adrien, on a fait un autre tronçon d'asphalte, il y a 2 semaines seulement, 1,4 km. Il n'y a absolument aucune maison, il y a du bois chaque bord. Puis ils ont fait une distance de 1,4 km d'asphalte. Puis l'année passée, ils ont fait également la route Boisvert sur une distance de 0,4 km. Ce qui représente en tout 2,6 km d'asphalte qu'ils ont mis à Saint-Valeur.
Puis un autre point que je voulais souligner, en 2001, moi, lorsque j'ai acheté ma maison, Laurent Vachon, il y avait de l'asphalte recyclé. Il y avait de l'asphalte, j'achève, là. Il y avait de l'asphalte recyclé qui dépassait mon entrée durant Vachon. Puis avec le temps, l'asphalte recyclé s'est brisé. Vous avez rajouté de la terre par-dessus. Puis là, maintenant, la terre est tout partie. Là. Lorsque le gradeur passe, qu'est-ce qu'il fait? Il gratte l'asphalte. Puis il sort des gros motons là, d'asphalte de temps en temps. Puis j'ai des photos sur mon téléphone pour vous montrer. J'ai mon ami ici, le voisin, qui va vous parler également. Ben, tu sais, dans le fond, vous nous partagez, là, moi, je prends connaissance de votre dossier. Là. Écoutez, je n'étais pas au fait nécessairement de comment l'entretien se faisait là, dans votre rang. Sauf qu'avec les photos que vous nous avez fournies, les plaintes qui ont été faites, je vais faire les vérifications avec nos services, puis on va assurément vous revenir pour vous faire part d'un plan d'intervention ou de mesures qu'on pourrait mettre en place, là. Savoir pour l'asphaltage, puis tout ça, on va regarder dans nos plans quinquennales de voirie. Là, on a parlé du PQI tantôt, ben il y a des plans aussi pour l'asphaltage dans les prochaines années. Fait que je vais voir si le rang Vachon se trouve. Ça fait déjà presque 5 ans que ça dure. Là. Ouais. On fait des plaintes à tous les ans. Puis il n'y a rien qui se passe. C'est bon que vous me le mentionniez, puis on va regarder, puis vous faire un retour rapide, assurément. Parce qu'il y a un point aussi qui est important, il y a une question de sécurité. Là. Ouais. Sur la ferme, lorsqu'ils rentrent du foin là, dans la grange, là, lorsqu'il y a trop de poussière, là, ils ne voient plus rien. Mm-hmm. Puis le Mont-de-Balle, il est juste à côté de la route. Ouais. Puis à un moment donné, il y a un camion qui va rentrer dans le Mont-de-Balle, puis il va avoir un accident. Fait que je ne sais pas si c'est ça que vous attendez, qu'il arrive un accident pour réagir. Non, mais on va s'entendre, là, des chemins en grenotte, là, il y en a partout au Québec. Là, ça, c'est pas... oui, mais à Victoriaville, apparemment, qu'on est le seul rang qui reste. Mais s'il y a des problèmes parce qu'il n'y a pas d'abat poussière ou parce qu'il y a une problématique quelconque, on va le valider, puis je vais faire le suivi avec nos équipes dès demain, puis on va vous revenir rapidement. D'accord. Ça fait plaisir. Ben, si vous avez une question, c'est la même chose, puis j'ai répondu. C'est sensiblement la même chose. Ce que j'aurais à rajouter pour les années antérieures, vu qu'on a la ferme, bon, on avait 100 vaches dans le temps, aujourd'hui 300. On a monté un plan de séchage pour Moulins-Soulanges. Quand vous mangez du pain premier moisson, ben ça vient de chez nous, dans le sens que le centre du Québec, on crible le blé panifiable pour Moulins-Soulanges à Montréal. Puis là, ben, c'est sûr qu'il y a au-dessus de 5000 tonnes qui rentrent et qui sortent. Fait que ça fait 125 camions qui rentrent et qui sortent. Fait qu'on se sent un petit peu plus coupable là-dessus par rapport au rang. L'autre chose, c'est nouveau avec notre fumier. Maintenant, il n'est plus étendu par les tanks à fumier. Il est étendu par tuyaux. Fait qu'au printemps, c'est sûr que oui, nos tanks respectent le poids spécifique des essieux, là, mettons. Pour 5000 gallons, ça prend 3 essieux. On respectait ça, mais au printemps, souvent, par rapport au dégel, tout ça, ben, on anticipait peut-être au printemps, fait qu'on défaisait la forme un peu. Mais cette partie-là est finie. Fait que c'est pour ça qu'on n'encourageait pas vraiment, même moi, mon nom, sa pétition, il n'y était pas. Mais maintenant que cette partie-là est finie, je pense, si on mettait de l'asphalte, elle va être très durable, elle va être très bien. Okay. Puis oui, les cyclistes, ils ont bien du fun dans notre rang parce que ça suit la rivière à Bulstrode, puis elle débouche sur la piste cyclable. Fait que c'est sûr que c'est un beau sentier là, pour les cyclistes. Là. Je pense que c'est une valeur ajoutée. Là. Puis, en passant, vous faites de très bon travail. Nous, comme un agriculteur, là, on se sent bien supporté par vous. Là, on a eu une dérogation à avoir par vous là, 3 ans. Ça a été accepté. Puis tout ça. Puis je pense que le rang, vous faites du mieux que vous pouvez. Ce qu'il y en a, c'est quand ils ont refait le rang, 7-8 ans. Je pense que la première partie, c'est le terrain, il est solide de nature dans le bas. Après ça, on a un petit peu de terre noire qui ont excavé, qui ont enlevé. Fait que la base, je pense qu'elle est bonne. Sauf que là, ils ont mis du 0,2 pouces sur peut-être 10 pouces, puis après ça, du beau gravier. Mais maintenant, depuis qu'on le grette, ben là, c'est le 2 pouces qui monte. Là. Je comprends. C'est-tu par rapport à nos tanks dans les années antérieures? Je pense. Mais bon...
OK. Ce temps-là est fini. Ben, parfait. Ben, merci. Puis on prend bonne note de tout ça. Puis certainement qu'on va faire un suivi rapide là, pour vous donner l'orientation par rapport à ça. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Madame Joanne Allard. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, les conseillers, conseillères. Donc, moi, je suis allée à la MRC la dernière fois, puis à la suite de la réponse faite par la préfète suppléante concernant le BAP générique lors de la réunion des maires de la MRC, elle a dit, ce qu'on vise, c'est notre région. On ne veut pas parler au nom de ce qui se passe ailleurs. On a décidé de concentrer nos efforts sur un bureau d'audience de notre région. En tant que membre majoritaire de la MRC d'Arthabasca, y a-t-il de la part du maire et des conseillers de Victoriaville une incompréhension de l'importance du BAP générique? Ce n'est pas parler au nom de ce qui se passe ailleurs, mais bien de comprendre la situation et les conséquences sur les populations et la biodiversité pour tous les endroits touchés par la construction de parcs éoliens, mais également de la privatisation de grands pans de notre société d'État Hydro-Québec. Le BAP générique demeure le plus important rempart pour protéger les citoyens, mais quand même demeure de la responsabilité du ministère de l'Environnement. Pourquoi alors toujours le refuser? Ben, j'avais déjà répondu à cette question, Mme Allard, puis on maintient notre position par rapport au fait qu'on ne souhaite pas un BAP générique. Nous, on a pris notre décision dans notre région, dans notre ville, en toute connaissance de cause, puis on a décidé de soutenir le projet éolien Arthabasca. Puis, on ne croit pas que pour décider du projet éolien d'Arthabasca, il y a lieu d'avoir un BAP à l'échelle du Québec. Il va y avoir un BAP dans notre propre région où les gens vont pouvoir se prononcer, déposer des mémoires, faire part de leurs questionnements. Puis, une fois ça fait, on va savoir si le projet est accepté ou non, ou si des modifications sont exigées. Mais la position ne change pas. Puis même si on est la ville la plus populeuse de la MRC, on est totalement à l'aise avec la décision qui vous a été transmise par la préfète à l'effet que la MRC ne souhaitait pas demander un BAP générique. Bien, le BAP, Monsieur le maire, c'est pas lui qui décide de l'acceptabilité sociale, puis c'est pas lui non plus qui va refuser le projet. 90% des projets ont été acceptés sans aucune modification. Mais comme citoyen, comme citoyenne, de savoir que l'eau potable des gens dans les campagnes qui auront des éoliennes chez eux peut être menacée, que la biodiversité est menacée, puis que les citoyens le sont aussi, ben moi, je me dis, le BAP générique, oui, c'est peut-être un mal nécessaire, mais de dire que non, il n'y en a pas question, je trouve ça un petit peu particulier si vous pensez aux citoyens d'abord. Que le BAP soit générique ou local, les questions que vous posez vont être analysées et répondues de la même façon, puis nous, on est à l'aise avec la formule actuelle, puis on n'a pas l'intention de faire des représentations pour un BAP générique. On avait Mme Lamelin qui voulait... Ouais. Une dernière petite question, Monsieur le maire, en complément de la réponse que vous m'avez faite tout à l'heure à propos du projet de quartier signature. Vous avez dit que la négociation n'était pas encore terminée entre vous et le promoteur Binette. Puisque, bon, c'est le cas, là, je vous crois quand vous dites que c'est pas terminé. Pourquoi alors? C'est quoi l'intérêt qu'avait le promoteur, M. Binette, de rendre public aujourd'hui ce projet numéro 2? Est-ce que c'était convenu avec la ville qu'il y aurait une étape qui consisterait à permettre aux citoyens de suivre l'état de la négo? Ou si c'est un espèce de ballon d'essai que vous, ou M. Binette, ou les deux peut-être, faisaient pour préparer le terrain en montrant qu'il y aurait très peu de choses qui seraient accordées comme concession, vraiment des choses très, très mineures. Ou encore, je me pose la question, est-ce que c'est en réaction au petit rassemblement populaire de quand même presque 100 personnes qui avait le 27 septembre dernier à la salle de la FADOC, dont l'immense majorité se préoccupait de sauver la sablière d'Arthabasca, qui était une des raisons pour laquelle nous étions là, de même que pour la Suite du Monde, qui était un grand mouvement national avec des rassemblements et des marches dans certaines villes qui se sont tenues dans 14 ou 17 villes au Québec. Alors, j'essaie de comprendre, là,
pourquoi cet article-là sort aujourd'hui? Pourquoi on apprend cette étape dans les négos alors que vous dites que c'est pas fini? Où est-ce qu'on s'en va exactement avec ça? Ben, là? Pourquoi je pense que aujourd'hui ça apparaît dans le radar? Je pense que le propriétaire du terrain, le promoteur, se fait poser plusieurs questions lui aussi, puis il avait probablement le goût d'expliquer quel était son projet, puis où il en était rendu. Vous venez ici pour nous poser des questions. Lui aussi, probablement, se fait questionner. Exact. Fait que c'est pas notre job non plus de défendre son projet puis de le promouvoir. Si lui sent le besoin de répondre puis d'expliquer le pourquoi il veut développer cette terre-là, ce que certains lui demandent, fort probablement que c'est la raison pour laquelle il a voulu s'expliquer sur où il en était. Ça n'a pas été fait en convenance avec... Ça n'a pas été convenu avec la ville, là, ça. Parce que nous, comme je vous le mentionne depuis le début, on reçoit les propositions, on a un cadre réglementaire, on analyse les propositions, puis éventuellement, on va accepter ou non un projet. Puis à ce jour, comme je vous l'ai mentionné, on n'a toujours pas statué parce qu'on n'a pas un projet entre les mains qui satisfait. Vous rapprochez-vous? On parle d'un calendrier ou d'un échéancier de quel ordre? De semaines, de mois, d'années? Je pourrais pas vous dire. Parce que dans l'article qui était écrit, on prévoit commencer à construire en 2025. C'est bientôt. Ça met tout le monde un peu sur le qui-vive, n'est-ce pas? Mais non, mais comme je vous mentionne, ça fait longtemps quand même qu'il y a des pourparlers avec la ville. Nous, le projet nous a été présenté au printemps dernier. On a donné une opinion favorable. Il y a encore des discussions qui se poursuivent. Il y a des échanges qu'on a ensemble qui amènent à modifier certains éléments. Puis je pense qu'on est plus proche d'un aboutissement dans ce dossier-là que non, que ce soit positif ou négatif, mais on va vous en faire part. Et comment on va le savoir, nous, qu'il y a eu une entente au conseil de ville en novembre? Je pense que le conseil municipal, c'est la meilleure place pour savoir qu'est-ce qui se passe. On en parle depuis plusieurs mois déjà, puis on a toujours la chance d'échanger et d'avoir l'heure juste. Merci. Merci. Donc, c'est ce qui mettrait fin à notre séance du mois d'octobre. On se revoit au mois de novembre. Je vous souhaite une belle soirée tout le monde. Puis la balade gourmande qui se poursuit ce long week-end. Allez encourager nos producteurs locaux. Alexandre Côté, Yannick Fréchette. Merci. Peux-tu nous parler de l'historique du moulin Michel? Oui, le moulin Michel, le premier, était en bois, c'était en 1739-40 et le brûlé en 1773. Ensuite, celui-ci a été construit en pierre en 1783. Et depuis plusieurs générations de meuniers, et dont le dernier, Alfred Michel, qui a vendu à la ville de Bécancour en 1985, d'où le nom est resté en son honneur, Moulin Michel. C'est un moulin à eau. Donc, y a-t-il eu un changement au niveau de la force hydraulique qui arrive au moulin? On parlait, là, tantôt, on a vu une petite vidéo, la roue à aube, la turbine, comment ça fonctionnait? Oui, bien, anciennement, c'était une roue à aube. Et en 1907, ils ont enlevé la roue à aube, ils ont mis une turbine en fonte. Et c'est la même turbine depuis 1907 qui est utilisée encore. Le moulin est fonctionnel, on moue encore du grain de sarrasin sur le meule de pierre, comme dans le temps. Et on sert la farine, on en vend en petits sacs d'1 kilo. On s'en sert à la crêperie champêtre. Durant la visite guidée, les guides expliquent vraiment l'historique et font fonctionner les meules à l'ège pour montrer le fonctionnement. Mais le meunier, c'est le meunier qui fait la mouture de sarrasin. Puis j'imagine qu'il y avait une famille qui était associée au moulin, d'où le nom tantôt, on parlait du le moulin Michel. C'est parce qu'il y a un Alfred Michel, c'est ça? Exactement. Qui habitait ici. Qui était Alfred Michel? Oui, Alfred Michel, il a acheté le moulin en 1937. OK.
Et il a fait la mouture jusqu'en 1972. En 1972, il a arrêté, puis il a continué à cribler un bout de temps. Et il habitait ici au 2e, parce que quand ils ont enlevé la roue à aube, le haut devenait libre. Et lui a habité ici avec son frère, Willy, qui a gardé avec lui. Et en 1980, c'est ça, il a laissé à l'abandon parce qu'il n'a pas réussi à vendre. Il y a des gens au village qui ont monté un projet et la ville de Bécancour a acheté en 1985 et le ministère de l'Affaires culturelles a classé le moulin historique aussi en 1985. Donc, ça se trouve être le dernier propriétaire, finalement. Exactement. Puis qui a été là pendant 40 ans, oui. Environ. C'est quand même une longue période. Oui. C'était un des plus longs. Il y a eu aussi plusieurs familles. Il y a les Leboeuf, les Grindler, qui ont été très longtemps, aussi plusieurs générations. Okay. Mais ça reste que c'est une histoire très, très, très récente, là, parce qu'on parle du 20e siècle pour un moulin à farine ancestrale. Donc, il devait avoir de la misère à rivaliser avec l'industrie commerciale, là, finalement. Oui, bien, en 1783, et là, ça a été plus difficile quand, en 1860, quand les seigneuries ont été abolies. Mm-hmm. Donc là, ça devenait des privés. C'est là que ça a été plus difficile. Là. Il y en a qui ont fait faillite et ça a été revendu plusieurs fois. Mais M. Michel a quand même bien tiré son épingle du jeu. L'hiver, il faisait de la glace. Dans le temps, il n'y avait pas encore de frigidaire congélateur. Mm-hmm. Donc, il s'en sauvait comme ça. Il faisait la culture du tabac. Il y avait des ruches, il vendait du miel. Quand on vient au moulin, on peut en plus manger des bonnes crêpes faites de farine de sarrasin. Pourquoi le sarrasin? Oui, bien, M. Alfred Michel, qui était le dernier propriétaire meunier, en dernier, il moulait surtout le sarrasin. Donc, nous, on a continué à moudre seulement le sarrasin. Donc, à la crêperie Champagne, on sert la farine de sarrasin qui est moulue ici sur place. Et on fait des galettes, des crêpes de sarrasin, accompagnées de produits régionaux, vraiment des menus complets. Il y a même une soupe crème de légumes avec du cacha, qui est du sarrasin rôti. Et les assiettes, c'est avec saucisses, il y en a un autre avec asperges, jambon naturel, des fromages biologiques. Il y a des desserts également, crêpes de sarrasin aux fruits avec sirop d'érable. C'est complet comme menu, là. Oui, oui. Wow, ça donne faim. Oui, ça fait plus de temps pour en manger tantôt. Mais est-ce que c'est une recette ancestrale que vous avez gardée pour donner le goût aux visiteurs d'optimiser son expérience ou c'est vous? Oui, bien, la recette pour la galette de sarrasin, c'est vraiment seulement farine de sarrasin avec de l'eau, un petit peu de sel et de bicarbonate. C'est vraiment la recette ancestrale. Et pour les crêpes, bien, c'est avec des œufs et du lait aussi, avec un petit peu de farine blanche. Mais on a entre autres aussi la dégustation. Vous pouvez voir la différence, c'est goûter à une galette de sarrasin, une crêpe de sarrasin et une crêpe de sarrasin à la bière. Ah oui? Donc, vous voyez la différence avec mélasse, sirop ou beurre. Il y a plusieurs choix, oui. Puis vous vendez même la farine de sarrasin pour les gens qui veulent repartir à la maison puis faire la propre recette, là? Oui, on vend des sacs de 1 kg à la boutique des Étrennes et aussi avec la recette sur le sac. Les gens peuvent aussi faire des biscuits de sarrasin, c'est une autre chose que maintenant on a aussi. C'est assez unique. Êtes-vous le seul moulin qui moue de la farine de sarrasin? Il y a encore quelques moulins qui en mouent au Québec. La plupart sont commerciales. Il y en a quelques-uns qui sont touristiques. Il n'en reste pas beaucoup, par exemple. Oui, c'est assez unique. C'est unique en Mauricie, en tout cas. Oui, en Mauricie, centre du Québec, c'est unique, oui. On est présentement dans une salle qui porte un drôle de nom, Chose Gros de... De Léry. Chose Gros de Léry. Ce nom-là? C'est Joseph Gaspard Chose Gros de Léry. C'est ça son nom? Oui, exactement. Il a construit plusieurs moulins au Québec. Et on a donné le nom de la salle ici, au nom de Chose Gros de Léry. Puis on pense que c'est parce qu'il portait des grands souliers ou? Ben, oui, oui, on pense vraiment, oui. Chaussait gros, donc le nom Chose Gros de Léry. C'est très drôle, c'est très drôle. Mais pour en revenir un petit peu à la salle, il y a
différentes fonctions à cette salle-là. Oui, autant salle, comme vous voyez, salle de réception, il y a un anniversaire de mariage en fin de semaine, peut être une salle de spectacle. Diffusion Plein Sud présente la plupart de leurs spectacles ici. Il y a une scène amovible ici qu'on peut placer. Il y a 115 places. Bien, pourquoi avoir choisi de faire une salle de spectacle ici? Est-ce que l'architecture amène quelque chose de particulier? Oui, exactement. Les murs de pierre et le toit en bois amènent vraiment une sonorisation exceptionnelle. Et la salle contient 115 places, donc c'est vraiment très intimiste. Un contact avec les artistes, c'est vraiment le fun. Et aussi, il y a des mariages, des réunions en semaine aussi, souvent des réunions d'affaires. Ça sert vraiment à plusieurs choses. Et en septembre aussi, on a un symposium de peinture. S'il fait moins beau, mais les artistes peintres sont dans la salle en haut ici. C'est assez complet, hein, comme produit, en fait. La salle, la crêperie, la visite guidée, vous avez vraiment un produit complet. Clé en main. Oui, oui. Tout en... Et même l'extérieur, il y a le barrage plus haut, les gens, puis un sentier qui mène au barrage. J'ai fait un petit tour dans le boisé. C'est agréable. Une petite agora en arrière. Oui, et aussi un agora qui peut servir à des réceptions, pas des réceptions, mais des mariages qui sont célébrés sur le site même, à l'agora. Parfois pour un petit spectacle, même une fête de famille aussi qui s'est faite à l'extérieur. Puis est-ce que c'est ouvert à l'année, ici? Oui, bien, la place est ouverte à l'année. On ferme 3 semaines aux fêtes, sinon c'est ouvert pour les bureaux et la boutique, pour les locations de salles. Pour la saison touristique, c'est du 24 juin jusqu'à la fête du travail qu'on est ouvert 7 jours pour les visites guidées et la crêperie champêtre. Okay. Les visites, c'est de 10h à 5h et la crêperie champêtre, c'est de 11h à 2h. 2015 est une année spéciale pour le Moulin. Vous fêtez votre 30e anniversaire, c'est bien ça? Oui. Il y a 3 anniversaires. C'est la ville de Bécancour a acheté en 85. Le moulin était classé historique en 85. Et la Société des Amis du Moulin Michel Inc. a été créée aussi en 85. On a une entente avec la ville de Bécancour pour gérer, opérer, animer le site touristique. Donc, ça fait 30 ans. On s'est payé un petit cadeau, une bière de sarrasin, une ambrée de sarrasin, orge et sarrasin, qui s'appelle la SAMI, pour le nom de la Société des Amis du Moulin Michel Inc. Vous avez un autre anniversaire aussi à fêter en 2015. Oui, cette année, c'est le 50e anniversaire de fusion de la ville de Bécancour. Donc, pour l'occasion, on a lancé le 24 juin à l'ouverture officielle une assiette spéciale, la 50e, qu'on a préparée, que notre chef cuisinier a préparée spécialement pour cet événement, le 50e de la ville de Bécancour. Les gens peuvent venir la manger toute l'année, en fait, jusqu'à la fête du travail? Jusqu'à la fête du travail, oui. Et même, on continue les fins de semaine de septembre. OK. Oui. Wow. Puis pour les curieux, qu'est-ce qu'elle comporte, cette assiette du 50e? Elle est faite de galettes de sarrasin, galettes crêpes de sarrasin, avec du poulet, des poitrines de poulet, avec du fromage de chèvre et des poivrons et oignons. Je suis gagnée. Je suis gagnée avec le fromage de chèvre.